Dans cette leçon, je vais introduire une méthode extrêmement efficace pour obtenir les équations du mouvement. Je l'appelle la méthode de Lagrange et les équations sont connues comme les équations de Lagrange. Ce chapitre typiquement fait partie d'un cours qu'on appelle mécanique analytique. La mécanique analytique permet de révéler toutes sortes de structures fondamentales importantes de la mécanique, mais ici, ce que j'introduis ne sert au fond qu'à donner une méthode pour résoudre les problèmes de mécanique que nous avons vus jusqu'à maintenant. Dans un premier temps, on va considérer un système mécanique avec des contraintes simples. On va voir combien le système a de degrés de liberté. On va devoir définir ce qu'on appelle un degré de liberté. On va voir les déplacements virtuels compatibles avec les contraintes du problème. Cela va nous permettre de définir ce que je vais appeler des forces généralisées. On aura des coordonnées généralisées, on aura des forces généralisées. Et enfin, on va voir les équations de Lagrange qu'on va pouvoir appliquer à toutes sortes de situations. Je commence avec les contraintes. Alors, voilà le problème que je me pose. J'ai n points matériels. Je repère la position de ces grands N points matériels avec le vecteur R alpha. Alpha égale 1 à n. C'est la notation qu'on a utilisée jusqu'à maintenant pour un système de points matériels. Maintenant, j'imagine que mon système est tel que j'ai des contraintes géométriques que je peux exprimer de la manière suivante. Vous voyez ici une série d'équations. Ce sont des fonctions des positions R1, R2, Rn, des n points matériels. Cette fonction peut être aussi fonction du temps. Et j'ai K, équation de ce type-là. Grand N, c'est le nombre de points matériels. K, c'est le nombre de contraintes. Quand on a des contraintes qui s'expriment ainsi par des relations fonctionnelles des positions seulement, on dit qu'on a des contraintes holonomes. On pourrait avoir des contraintes sur les vitesses, ce serait différent que ce qu'on a ici. Ici, on a ce qu'on appelle dans la littérature des contraintes holonomes. Encore une fois, ces contraintes peuvent dépendre explicitement du temps. Il faut ici voir une nuance. On va supposer une certaine dynamique à ce système de n points matériels. Donc R1, R2, Rn vont dépendre du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance implicite du temps, mais on peut avoir une fonction explicite du temps qui est représentée ici par le fait que le temps devient une variable explicite de cette fonction-là. Par exemple, on a vu le problème de la bille qui est astreinte à se déplacer dans un anneau et l'anneau tourne autour d'un axe vertical. Là, on a un exemple de contrainte qui dépend du temps, explicitement. Alors maintenant, je définis cette notion extrêmement importante de la mécanique lagrangienne, la notion de degré de liberté. On retrouve d'ailleurs cette notion dans toutes sortes de domaines de la physique. Ici, on s'est donné K contraintes. Et on avait n points matériels, donc on avait 3n coordonnées pour représenter les positions de ces n points matériels. On peut choisir d'exprimer k de ces 3n coordonnées en fonction des autres. Il nous reste à ce moment-là 3n moins k coordonnées indépendantes. Ce nombre, 3n-k de coordonnées indépendantes qu'il faut et qui suffisent à décrire la position du système de points matériels, ce nombre que j'ai noté petit n, c'est ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. On va utiliser des coordonnées généralisées, n, petit n coordonnées généralisées, pour définir la position des points matériels du système. Prenons un exemple.
vous avez un point matériel, un seul, astreint à se déplacer sur une sphère. Il faut deux angles pour définir la position de ce point matériel, donc on aura 2 degrés de liberté. Si maintenant ce point matériel est attaché à un fil de longueur fixe, sans masse, qui est accroché au pôle nord de cette sphère, alors vous n'avez plus que 1 degré de liberté. Votre point matériel se déplace toujours sur une surface à 2 dimensions, la sphère, mais il suffit d'un seul angle, il suffit d'une coordonnée généralisée pour décrire la position du point matériel. Donc, dans ce cas de deuxième cas, on dira que n vaut 1. Alors, maintenant, la notation usuelle, c'est de noter ces coordonnées. Pourquoi généraliser? Parce que ça peut être ou bien une distance, ou bien un angle. La notation usuelle, c'est de les noter Q1 à Qn. Et maintenant, les positions de nos grands N points matériels sont données comme des fonctions des coordonnées généralisées et du temps, le temps pouvant apparaître explicitement dans ces fonctions. Pour vous souvenir un peu mieux de cette notation, si vous pensez à un solide, le nombre de degrés de liberté d'un solide, on l'a vu, c'est entre 1 et 6. Le nombre de points matériels qui définissent ce solide peut lui être beaucoup plus grand. Donc j'ai utilisé grand N pour le nombre de points matériels, petit n pour le nombre de degrés de liberté. Prenons un exemple de contrainte qui dépend du temps. Je vous invite à considérer la situation suivante. On imagine que ceci est une horizontale et qu'il y a une trappe qui s'ouvre dans ce plancher. Ici, vous avez la trappe. Et ici, j'ai défini l'angle et je suppose ici que j'ai quelque chose comme A fois T avec A une constante. Donc, j'ai une équation horaire qui est fixée. Quel est le nombre de degrés de liberté de ce problème? Alors, je m'excuse. Ici, on a comme au lieu d'un point matériel, j'ai un bloc. Ça, c'est l'objet dont je veux étudier la dynamique. Combien de degrés de liberté j'ai pour ce bloc? Eh bien, il y en a 1. On se déplace dans un plan vertical. Ça, c'est un espace à 2 dimensions. Mais la coordonnée θ étant fixée, il n'y a que ce déplacement marqué par la coordonnée S qui est notre coordonnée généralisée. Et maintenant, je pose la question suivante. Quel est le déplacement que j'aurais, et je parle d'un déplacement virtuel, quel est le déplacement que j'aurais si le bloc se déplaçait le long de la contrainte quand j'enlève le mouvement de la contrainte? Eh bien, je l'ai noté ici, delta R, c'est un glissement le long de cette trappe. Ça, j'appelle le déplacement virtuel compatible avec les contraintes. Quand on a une contrainte comme cette trappe qui s'ouvre, ce déplacement virtuel, delta R, n'est pas la même chose que VDT. Ça serait dr, marqué ici. Pourquoi? Parce que dans un temps dt, il y a bien un déplacement du bloc le long de la trappe, mais il y a aussi le fait que la trappe descend. Donc on a un d de r qui est distinct du delta r. Pour rendre les choses plus concrètes, examinons les coordonnées de position x et y étant les coordonnées ici, du centre de masse de ce bloc. Alors je vais écrire x égale s cos at, où at c'est la valeur de l'angle θ en fonction du temps, et y égale moins sin at. Si maintenant je calcule la dérivée de x par rapport à s, vous avez cos at. Si je calcule la dérivée de y par rapport à s, j'ai moins sin at.
Et vous voyez qu'ici, on a cos AT moins sin AT. C'est un vecteur unité dans cette direction-là, donc dans la direction du déplacement. Donc, quand je prends un vecteur R comme ceci, et maintenant je calcule D de R, ici j'ai calculé D de R sur D de S, j'ai un vecteur dans la direction tangente à la contrainte. Et donc, si je multiplie par ds, si j'ai un déplacement ds comme ceci, alors j'obtiens mon delta R. Donc on voit comment on calcule un delta R dans ce cas-là, qui est donc un déplacement virtuel compatible avec les contraintes. Comment est-ce qu'on va faire pour définir le déplacement virtuel compatible avec les contraintes en toute généralité? Eh bien, on va considérer le vecteur position de la particule alpha quand les variables, les coordonnées généralisées Q1, Qn sont augmentées d'un certain delta Q1, delta Qn, et on fait la différence avec la position de la particule alpha quand on est à une position donnée par Q1 et Qn. Encore une fois, si on n'avait qu'une coordonnée qui varie, comme la coordonnée S pour le problème de la trappe, on a juste ici la S qui varie d'un certain delta S, et on compare avec le R qu'on a quand delta S égale 0. Et ça nous donne le déplacement virtuel compatible. Mais ici, on a plusieurs. On suppose dans toute généralité qu'on a un déplacement qui est défini par plusieurs coordonnées généralisées. Et donc, si ces déplacements sont infinitésimaux, je peux écrire ce delta R de la manière suivante. Je calcule la dérivée d de R sur d de Q J, et j'aurais pu écrire J égale 1 à n le nombre de degrés de liberté. Et je multiplie par le delta QJ. Au fond, pour calculer cette différence, je regarde la variation quand Q1 varie, la variation de la position quand Q1 varie, quand Q2 varie, quand Qn varie. Et je l'exprime avec cette règle de développement limité qu'on connaît bien maintenant. Maintenant, je vais m'attacher à faire une description de la dynamique où je supprime les forces de contrainte. On verra à la fin de la théorie qu'on peut très bien calculer les contraintes par la méthode de Lagrange, mais dans un premier temps, on va s'attacher à les supprimer. Donc, je vais faire une décomposition des forces. Je vais supposer que j'ai des forces de contrainte et d'autres forces. J'utilise le symbole simplement F pour toutes les autres forces. Et donc, les forces totales, c'est les forces de contrainte plus toutes les autres forces F. Maintenant, j'écris pour un seul point matériel F égale ma. Et ici, j'ai écrit force moins masse fois l'accélération égale 0. Je considère un déplacement virtuel compatible avec les contraintes et je multiplie l'équation de Newton par ce multiplication, donc c'est un produit scalaire, par ce vecteur de déplacement virtuel compatible avec les contraintes, comme ceci. Et dans cette équation-là, j'ai un produit scalaire des forces de contrainte fois les déplacements virtuels. Alors vous vous souvenez qu'on avait dit que les forces de contrainte sont des forces normales à la courbe ou à la surface qui définit la contrainte. Sinon, ce serait une autre physique que cette force décrirait. Donc on a ce produit scalaire des forces de contrainte et des déplacements virtuels qui est nul. Alors il nous reste ceci. Ça, c'est pour un point matériel. Et si on a plusieurs points matériels, il suffit de sommer sur tous les points matériels. On a une expression de la dynamique qui est
plus complexe qu'avant, mais on a quelque part simplifié le problème parce qu'on a enlevé toutes les forces de contrainte. Maintenant, je vais regarder dans le principe, cette équation-là est connue comme le principe de D'Alembert. Je vais, dans un premier temps, regarder ce terme-là, des forces, produits scalaires avec les déplacements compatibles. Ça, c'est les autres forces du système, pas les forces de contrainte. Je vais regarder ces termes-là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais exprimer, je vous rappelle qu'on avait dit delta R alpha, le déplacement virtuel compatible avec les contraintes, c'était la somme sur toutes les coordonnées généralisées des dérivées des positions dérivées par rapport à la coordonnée QJ fois un petit déplacement, un petit changement delta QJ de cette coordonnée. Cette formule-là, c'est celle-là que je mets ici, et je mets la somme sur J en avant. Et maintenant, j'observe que je peux faire l'écriture suivante. Je peux écrire somme sur J de ça fois delta QJ. J'ai écrit grand QJ fois delta QJ, où ce grand QJ, c'est ce qu'on appelle la force généralisée, c'est cette somme sur les points matériels, alpha égale 1 à grand N, de ces produits-là. Maintenant, je reprends encore une fois mon principe de D'Alembert, et maintenant, je vais porter mon attention sur les termes cinétiques, donc les termes avec la vitesse. Alors là, je suis un peu désolé, j'aime beaucoup ce chapitre, vous allez beaucoup aimer cette méthode, je le sais pour avoir enseigné pendant de nombreuses années, mais le passage qui vient maintenant est un peu lourd. Alors je me propose d'abord donner le résultat et puis ensuite de le démontrer. Donc ce que je vais montrer, c'est ça. Je vais montrer pour une masse, donc on va enlever les sommes sur alpha, c'est assez compliqué sans ce détail. Je vais montrer que ce terme-là, je peux l'écrire comme ceci. Alors vous reconnaissez quelque chose de sympathique dans cette formule, c'est le 1/2 de mv carré, l'énergie cinétique de la particule de masse m. Vous voyez que vous avez une somme sur J, somme sur des déplacements, des variations des coordonnées généralisées. Ici, j'ai réécrit m dv sur dt comme mr point point. Et maintenant, le delta R, donc je m'engage dans la démonstration de cette formule. Le delta R, j'applique sa définition. J'ai donc une somme sur J qui vient. Ensuite, je me dis que ce terme-là, je peux l'écrire comme la dérivée par rapport au temps de mr point fois ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Mais quand j'écris cela, j'introduis bien le terme mr point point qu'on a là, mais j'introduis aussi le terme, parce qu'on a un produit ici, donc on va avoir deux termes, et quand j'écris ce terme, j'introduis un mr point fois le d sur dt de ça, qu'on n'avait pas, donc je dois l'enlever. C'est ce que j'ai écrit ici. Ici, on a mr point d sur dt de ça, et je l'enlève. Bon. Maintenant, il faut qu'on travaille sur ces termes-là et celui-là pour arriver au résultat final. Alors d'abord, je remarque que si R, on avait vu cette structure de R exprimée en fonction des coordonnées généralisées et du temps. Si R est comme ceci, alors la vitesse, pour calculer la vitesse, comme Q1 est une fonction du temps, jusqu'à Qn fonction du temps aussi, pour calculer dr sur dt, il faut calculer dr sur dqj fois qj point, et puis pour le dernier terme, d de r sur dt. Attention que là, on a un d rond, c'est pour dire qu'on fait la dérivée là où t apparaît explicitement dans cette fonction. Maintenant, dans cette formule-là,
On se souvient que R, comme c'est écrit ici, est une fonction des Q, mais pas des Q points. Donc, en examinant cette formule, on va dire que si je dois calculer d de V sur d de QJ, point, pardon, d de V sur d de QJ, point, ce que j'ai écrit ici, eh bien, ni ceci ni cela dépendent des QJ points, donc tout ce qui reste, c'est d de R sur d de QJ. On a une drôle de formule ici, dont on n'a pas l'habitude, qui vient de la structure qu'on s'est donnée ici. Alors, voilà que le d de R sur d de QJ que j'ai là, je vais pouvoir le remplacer par d de V sur d de QJ point. Vous allez voir que ça nous rapproche de ce résultat. Maintenant, on doit encore voir qu'est-ce qu'on fait de ceci. Alors, le d sur dt de d de R sur d de QJ, où j'ai explicitement mis les variables ici, je dois calculer maintenant la dérivée par rapport à Q1, QI, Qn. J'ai écrit ici somme sur I d carré R sur dQi, dQj. Et je somme sur I fois les QI points. Et puis, j'ai aussi le d de R sur d de QJ, qui est une fonction explicitement du temps. Et je dois mettre ce terme, il est là. Maintenant, j'ai un d de QJ ici, et j'ai un d de QJ là. Je mets en avant cette dérivée par rapport à QJ, et il me reste d de R sur d de QJ, pardon, d de R sur d de QI, QI point, et là j'ai un d de R sur d de T, ce terme-là, et là je reconnais la vitesse. Donc j'ai d de V sur d de QJ. Alors voilà un deuxième résultat un peu bizarre. d sur dt de d de R sur d de QJ, ça vaut d de V sur d de QJ. Ça, je vais l'utiliser ici. Je réécris les résultats partiels. Voilà le terme dont je me soucie. Ici, j'ai simplement appliqué la relation qui définit le déplacement virtuel compatible avec les contraintes. Je suis arrivé à ce résultat. Je le réécris ici, où j'écris, au lieu de R point, point, j'écris V point. Ici, je reconnais un V. Et ici, je reconnais un V aussi. Et maintenant, ce d de R sur d de QJ, je le remplace par d de V sur d de QJ point. Et ce terme-là, je le remplace par d de V sur d de QJ. Et maintenant, si je me concentre sur ce terme-là, je dois y reconnaître la dérivée par rapport à QJ point de 1/2 de mv carré. C'est ce que j'ai écrit ici. Si vous devez faire cette dérivée par rapport à QJ point, vous allez avoir 1/2 fois le 2 fois m fois v fois la dérivée de v par rapport à QJ point. C'est ce qu'il y a ici. De façon analogue là, on peut dire que ce terme-là, c'est d sur d de QJ de 1/2 de mv carré. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire qu'on a réussi à démontrer la formule que j'avais annoncée. Comme je l'avais dit au début, c'est un passage un petit peu délicat. Alors maintenant, on est prêt. On est parti de d'Alembert. On a ce terme-là qu'on peut exprimer de cette façon-là. On a le terme de force qu'on peut exprimer avec des forces généralisées. Et si on écrit simplement que 1/2 de mv carré, c'est l'énergie cinétique T, et l'équation d'Alembert dit ça moins ça égale 0, donc j'ai ce terme-là moins le terme de force, somme sur J fois les delta QJ égale à 0. Et maintenant, ces coordonnées généralisées sont indépendantes les unes des autres. Je dois avoir cette équation-là, quel que soit le choix que je prends pour les delta QJ. Donc, ce qu'il faut, c'est que le terme dans la parenthèse soit nul. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça,
C'est la première forme des équations de Lagrange. Si maintenant vous avez plusieurs particules, il faut ajouter dans tout ce que j'ai fait des sommes sur alpha. Vous ferez apparaître l'énergie cinétique, la somme des 1/2 de m alpha v alpha au carré, somme sur toutes les particules. Et on l'avait déjà vu, pour la force généralisée, il suffit de sommer ces termes-là sur tous les alphas. Et la formule revient la même chose et vous avez la même conclusion, les équations de Lagrange de premier type. Maintenant, je vais particulariser un problème où toutes les forces dépendent d'un potentiel. Alors écrivons-le. On va supposer que ces forces-là, toutes dérivent d'un potentiel. Alors, je vais simplement ajouter le terme pot pour dire qu'on a maintenant des dérivées, des forces généralisées qui dérivent d'un potentiel. Le F dérive d'un potentiel, ça veut dire, si je l'écris en coordonnées cartésiennes, que je dois calculer d de v sur d de x, alpha i. I, c'est la ième coordonnée. I va de 1 à 3. Et puis ici, on a d de xi sur d de qj. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, vous reconnaissez dans cette expression quelque chose qu'on voit souvent. On a d de v sur d de x sur d de qj. Donc tout se passe comme si on avait un d de v sur d de qj. C'est ce que j'ai noté ici. Avec le signe moins, la force, c'est moins le gradient du potentiel. Où le v, évidemment, c'est la somme sur tous les potentiels. Pour rendre les choses plus explicites, je peux faire l'écriture suivante. Je dis v est une fonction de x alpha 1 et x alpha 1 c'est une fonction de q1 jusqu'à qn, n nombre de degrés de liberté, puis on a x alpha 2 fonction de q1 qn, etc. Et maintenant je veux calculer d de v sur d de q1, par exemple. Alors Q1 apparaît ici et là, partout ailleurs. Donc il faut bien calculer d de v sur d de x alpha 1 fois d de x alpha 1 sur d de q1. C'est ce genre de terme qu'on a ici. Maintenant, je peux reprendre mon équation de Lagrange et je vais mettre un Q de cette forme-là. Vous voyez que ce terme, mon moins dv sur d de qj, je peux l'introduire ici, il passe de l'autre côté du signe égal, il change de signe, donc ça devient plus, d de v sur d de qj. Maintenant, le potentiel ne dépend en aucun cas des q-points. C'est impossible d'avoir un potentiel qui dépend des vitesses. Donc je peux gratuitement rajouter le v dans ce terme-là. Et j'ai l'équation qui a cette structure-là. Alors je définis ce qu'on appelle le Lagrangien, L qui vaut t moins v. Et mon équation de Lagrange prend cette forme-là. Pourriez-vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si on a des forces qui dérivent du potentiel et des forces qui ne dépendent pas? Bon, celles qui ne dérivent pas d'un potentiel, celles qui dérivent d'un potentiel, on peut faire cet exercice-là, passer de l'autre côté. Et pour les autres, on les laisse ici. Et donc, on a, en toute généralité, un L qui est défini pour toutes les forces qui dérivent du potentiel, et ici, les forces généralisées, NC pour non conservative, celles qui ne dérivent pas d'un potentiel. Voilà, vous avez toutes les formes possibles des équations de Lagrange. Et maintenant, il faut encore voir comment on applique cette méthode à toutes sortes de problèmes de mécanique. C'est ce qu'on va faire dans le module suivant.
يا سيدنا الحلقه ديالنا سالت، ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتلحقوا بلاباج فيسبوك، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. Partagez avec les autres.